Dans ce deuxième module, nous allons voir plus en détail d'autres instructions pour nous permettre de programmer en langage assembleur le microcontrôleur et également de nouvelles particularités de l'architecture du microcontrôleur lui-même. Alors, plus particulièrement, nous allons voir qu'est-ce qu'une architecture Harvard. Nous allons aussi voir d'autres instructions en assembleur. Nous allons voir la mémoire de données, la mémoire de programme et le registre de statut. Alors, il existe deux grandes architectures de microcontrôleurs qui ont des adeptes de part et d'autre. Un n'est pas meilleur que l'autre, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, en ce qui concerne l'architecture Harvard, celle du microcontrôleur avec lequel on travaille présentement, le Atmel 328P, alors cette architecture Harvard consiste à avoir un bus de données séparé pour la mémoire de code et la mémoire de données. Donc, la mémoire de données a son propre bus et la mémoire de code ou la mémoire de programme a son propre bus. Tandis que dans l'architecture Von Neumann, eh bien, les deux types de mémoire vont partager le même bus. Évidemment, un des avantages de l'architecture Harvard, c'est que pendant qu'il y a de la transaction sur le bus entre la mémoire de code et le CPU, il peut y en avoir aussi entre la mémoire de données et le CPU. Donc, il peut y avoir des échanges simultanément. Tandis qu'ici, c'est plus difficile. Donc, nous allons continuer notre découverte d'instructions pour le CPU. Donc, ici, des instructions pour des calculs arithmétiques. Alors, nous allons voir l'addition. Donc, on va additionner le contenu d'un registre à l'autre contenu du registre et la somme va être gardée dans le registre ARD. Donc, ici, l'équation mathématique qui exprime et qui représente l'instruction assembleur ici. Donc, le registre ARD est égal au contenu qu'il avait plus le contenu du registre RS. Et la somme est gardée dans le registre RD. Un autre exemple, on additionne, par exemple, on additionne le contenu du registre R9 au contenu du registre 25 et la somme va être gardée dans le registre 25. L'équation mathématique équivalente est celle-ci. Enfin, un dernier exemple, on additionne la valeur du registre qui est dans le registre 30 à la valeur qui est dans le registre 37 et la somme est gardée dans le registre 37. L'équation mathématique équivalente est ici. R17 est égal au contenu qui était dans R17 plus le contenu dans 30. Donc la somme est sauvegardée dans le registre R17. Les registres sont ici. Les General Purpose Register, identifiés de 0 à 31. Par exemple, on va écrire un petit programme simple qui va calculer 19 plus 15. Alors, c'est une somme. Maintenant, avant de faire une addition, on a déjà dit dans le premier vidéo, le module 1, qu'une donnée, pour qu'elle soit entrée à l'intérieur du CPU, elle doit provenir nécessairement d'un registre. Donc, la première opération que je dois faire quand je veux entrer une valeur dans un CPU, dans l'environnement du CPU, je dois utiliser LDI, Load Immediate. Je dois faire un Load Immediate. Donc, le Load Immediate me prend une valeur et va la stocker dans un registre. Alors là, pour chacune des deux valeurs, je vais les stocker dans deux registres différents. Load Immediate 19 dans le registre 16 et Load Immediate 95 dans le registre 20. Évidemment, j'aurais pu choisir un autre registre, 21, 22, en autant que j'en choisisse ça. L'idée, c'est que pour rentrer une valeur à l'intérieur du CPU, je dois le faire par l'entremise des registres. Après ça, à partir des registres, je peux transférer ces valeurs-là dans, par exemple, la mémoire de données. Et là, donc, on a vu l'opération précédente add. Donc, à ce moment-là, il me reste simplement à additionner la valeur des deux registres
et la somme est sauvegardée dans le registre 16. Donc ici, ce sont les équations mathématiques équivalentes aux instructions assembleurs ici. Maintenant, si, cette fois, je veux additionner 3 nombres, alors évidemment, il va y avoir 2 façons de le faire. Soit que je load ces données-là dans les registres, donc 3 registres pour les 3 valeurs, ou je peux le faire d'une autre façon aussi. Mais la première façon, là, et les deux sont équivalentes, alors je vais emmagasiner chacune des valeurs dans un registre, load immediate 19 dans le registre 16, load immediate la valeur 95 dans le registre 20, load immediate la valeur 5 dans le registre 21, et là, il me reste à faire 2 adds, parce que le premier add va additionner les valeurs dans les registres 16 et 20, et ensuite, un deuxième add pour ajouter la première somme à ma troisième valeur qui est le 5. Donc, ici, j'avais 19 plus 95 qui est dans le R16 et là, je vais l'additionner à 21 au contenu du 21 qui contient le 5. Donc là, je vais avoir additionné mes 3 nombres. Mais j'aurais pu aussi faire simplement 2 LDI, un add, un LDI et un add. C'est juste une séquence qui est différente, mais ça revient au même. Je fais 2 LDI, je fais mon addition, je rajoute ma troisième valeur dans le registre qui contient la somme, et ensuite je fais mon add. Donc c'est simplement une séquence différente, mais qui revient au même. Donc maintenant, l'instruction pour soustraire. Donc si je veux soustraire, d'accord, je veux soustraire la valeur du registre S à la valeur du registre D et garder la différence dans le registre D. Alors, c'est sub. L'équivalent de cette instruction en assembleur est l'équation mathématique ici. Exemple, je veux soustraire la valeur du registre 9 à la valeur du registre 25 et garder la différence dans le registre 25. L'équation mathématique équivalente est ici. Donc, sub, je soustrais la valeur du registre 30 à la valeur du registre 17, pardon, et je garde la valeur du registre 17 ici. Voilà l'équivalent. C'est aussi simple que cela. Maintenant, d'autres instructions. Incrémente et décrémente. Incrémente. On remarque ici qu'il y a seulement un opérande, parce que ça va incrémenter de 1 seulement. Donc, incrémente la valeur du registre RD de 1. Donc, la valeur contenue par le registre RD de 1. Donc, l'équation mathématique qui correspond qui est ici, qui correspond à cette instruction assembleur-ci. Donc, j'additionne 1 à la valeur qui se trouvait dans le registre RD et la somme, le résultat, est gardé dans le registre RD. Un exemple, incrémente la valeur qui est dans le registre 25. Alors, donc, l'équivalent, hein, l'équation mathématique équivalente à cette instruction assembleur-là est ici. Maintenant, on a vu incrémente, on va voir décrémente. Donc là, on faisait plus 1, on va faire moins 1 maintenant. Donc, c'est le même principe. Hein? On va décrémenter, on va soustraire 1 à la valeur se trouvant dans le registre RD. Donc, l'équation mathématique équivalente est ici. Un exemple, je décrémente la valeur dans le registre 23. Donc, j'enlève 1, je soustrais 1 à la valeur du registre 23. Et la différence est gardée dans le registre 23. Donc, on va maintenant aborder la mémoire de données. On a vu que dans l'architecture Harvard, bon, il y a, dans les yeux d'architecture, il y a une mémoire de données et une mémoire de programme. Mais, simplement que dans l'architecture Harvard, les deux mémoires ont des bosses séparées. Alors, ici, on va voir qu'est-ce qui constitue la mémoire de données dans le microcontrôleur qu'on étudie présentement. Donc, il va y avoir les General Purpose Register, d'accord? Donc, les 32 registres de 8 bits chaque, qui font partie, donc, de la mémoire de données. Il va y avoir également ce qu'on appelle les Standard Input-Output Register. Donc, ça ici va constituer également, donc, vont faire partie de la mémoire des données. Et, plus particulièrement, dans celui qu'on étudie présentement, il va y avoir un Extended I/O Memory, c'est-à-dire qu'on va avoir de la mémoire supplémentaire. De la mémoire supplémentaire ici. Donc, ici, on a 32 registres de 1 byte, donc ça fait 32 bytes.
Ici, la mémoire I/O, donc standard, cette mémoire-là, particulièrement, est de 64 bytes. Dans le microcontrôleur qu'on étudie actuellement, le 328P. Donc, j'ai 32 bytes ici, 64 bytes ici, et ici, l'extended memory est de 160 bytes. Et finalement, ma mémoire RAM interne va être de 2048 RAM. Donc, si on additionne 32 bytes, on additionne 64 bytes, 160 bytes et 2048 bytes, ça nous fait 512 kilobytes. Donc, j'ai 512 kilobytes de mémoire donnée. Et je tire votre attention sur le fait que cette mémoire-ci, c'est vraiment pour le 328, Atmega 328. Maintenant, aussi, regardez dans le I/O Memory, le I/O Memory, c'est que j'ai deux modes d'adressage. J'ai le mode absolu et le mode qui va être local. Donc absolu, c'est que vous allez voir qu'il y a une façon d'adresser tous les types de mémoire dans le microcontrôleur. La valeur 0, je commence mes registres généraux jusqu'à 1F. Et à 20, c'est ma mémoire standard I/O qui commence jusqu'à 5F. Et à 6.0 commence l'Extended I/O Memory jusqu'à ici FF. Et à 100 va commencer ma RAM interne. Ça, c'est l'adressage absolu. Mais j'ai un adressage relatif dans certaines parties, dont celle-ci des I/O Register, donc des I/O Register, Input-Output, parce que, donc, au niveau local, je vais partir mon premier byte de mémoire, je vais le partir à 0. Après ça, le suivant va être le 1, le 2, le 3. Donc, ça ici, c'est une façon de gérer à l'interne de cette mémoire spécifique-là les différentes lignes de mémoire. Et ces mémoires-là sont de 8 bits de large. Donc 8 bits de large, donc 1 byte de large. Donc quand on va utiliser les fonctions ici, in and out, justement pour les pins d'entrée-sortie, on va utiliser les adresses relatives ici, 0, 1, 2, 3, et non pas les adresses absolues ici. Donc, on voit ici simplement bus d'adresse, bus de données et bus de contrôle. Alors, un exercice. Avant de faire un exercice, on va voir une nouvelle directive qu'on appelle le Store Direct to Data Space. Le Store Direct to Data Space, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que je vais emmagasiner une donnée dans l'adressage donné finalement. Donc, je vais prendre une valeur qui vient d'un registre et je vais l'emmagasiner, la sauvegarder dans la mémoire donnée. Alors, un exemple, si je veux emmagasiner le contenu du registre 15 directement dans la mémoire donnée 60, ici c'est en hexa, alors je fais un Store Direct to Data Space, STS. Store Direct to Data Space. Donc, je sauvegarde la valeur du registre 15 dans l'espace mémoire de données. Donc, ici, c'est une autre commande. Au lieu de faire le store, c'est la commande inverse, on fait un load. Donc, ce qu'on va faire, c'est load direct from data space. Donc, ce qu'on fait, on va simplement charger la valeur qui est dans une adresse mémoire dans la mémoire donnée. On va la charger dans le registre. Un exemple, load direct from data space. Donc, ce que je vais loader, c'est la valeur qui se trouve à l'espace mémoire 60 en hexadécimal dans la mémoire donnée et je vais la charger dans le registre 1. Alors, par exemple, on veut écrire un programme qui va charger la valeur 55 dans la location mémoire RAM à l'adresse 80. Alors, pour ce faire, une valeur, pour l'introduire dans le CPU, on doit utiliser le load immediate.
Donc, on prend la valeur, une valeur quelconque, on la charge dans un registre, et de là, d'un registre, on peut ensuite l'acheminer vers la mémoire RAM. Alors, on doit faire un load immediate, valeur 55 en décimale, que l'on charge dans le registre 20. Ça aurait pu être 21 ou 22. C'est un choix arbitraire de registre. Ensuite, une fois que la valeur est dans le registre, on utilise la fonction store. Store direct to data memory. Donc, on prend la valeur qui est dans le registre 20 et on va la sauvegarder à l'emplacement mémoire 80 de la RAM. Donc ici, l'équivalent en équation mathématique. Maintenant, on va écrire un programme qui va copier le contenu de l'emplacement mémoire 80 à un autre emplacement de la mémoire RAM. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On est déjà dans la mémoire RAM, donc on n'a pas besoin d'utiliser load immediate. On peut simplement utiliser le LDS. Donc, load direct from. Donc ici, load direct from data memory, LDS. Donc, ce qu'on fait, c'est que la valeur à l'endroit de la mémoire 80 va être chargée dans le registre 20. Et là, on va utiliser le store direct to memory, data memory, et on va prendre la valeur sauvegardée dans le registre 20 et on va la sauvegarder à un autre emplacement mémoire dans la mémoire RAM. Ça ici, c'est l'équivalent en équation mathématique des directives en assembleur ici. Maintenant, on veut par exemple ajouter le contenu se trouvant à l'adresse 80 au contenu se trouvant à une autre adresse, 95, et sauvegarder le résultat de la somme à un autre endroit de la mémoire RAM. Alors là, évidemment, on veut additionner, donc on doit charger les valeurs de la mémoire RAM au registre, faire l'addition et rapporter la somme à un autre endroit de la mémoire RAM. Donc, évidemment, ça sent le LDS. Donc, on fait un LDS, donc load direct from data memory, de l'emplacement 80 à un registre, le registre R20 ici. Ensuite, pour la deuxième valeur, on charge la valeur de la mémoire RAM à un registre du CPU. On procède à l'addition. La valeur du registre 21 est ajoutée à celle du registre 20 et la somme gardée dans le registre 20. Et ensuite, on utilise store direct to data memory, un STS, pour sauvegarder le résultat de la somme à un emplacement de la mémoire RAM. Donc, de la source à la destination. Et ici, donc l'équivalent en équation mathématique, j'attire votre attention sur le point-virgule. Le point-virgule, bon, ici, c'est pas des instructions d'assembleur, mais lorsqu'on écrit du code assembleur, le point-virgule va être la façon d'écrire des commentaires. Donc, dans notre code en assembleur, dans notre fichier ASM, si on va mettre un commentaire, on met un point-virgule et tout ce qui suit le point-virgule est un commentaire et ne sera pas considéré par le programme assembleur. Et c'est important de bien documenter un programme, ne serait-ce que pour la maintenance. Donc ici, on demande que fait l'instruction suivante. Donc on fait un load. Donc un load from. Load from data memory. Maintenant, j'ai ici une adresse 2. À quoi correspond cette adresse 2 dans la mémoire de données? Eh bien, si je vais voir ici, on voit que la mémoire de données commence à 00. Bon, on parle du plan d'adressage, évidemment, ici, là, de l'ensemble de la mémoire de données. C'est l'adresse absolue, dans le fond. Alors, si je vais voir à quoi correspond la première tranche de 0, par exemple, de 0 à 33, de 0 à 32, donc, à quoi ça correspond? Ben, à 31 ici, c'est parce que c'est, en fait, on a exactement 32 registres. Mais ça commence à 0 l'adresse, donc ça va se terminer à 31. Alors on l'a ici. Maintenant, la deuxième, l'adresse 2 correspond au registre R2. Donc le General Purpose Register 2. Donc, en fonction, donc ça, ce que ça fait, c'est que ça va charger la valeur à l'endroit du registre 2 dans le registre 20.
Donc ici, on copie le contenu du registre 2 dans le registre 20 parce que l'adresse 2 correspond au registre 2, comme on peut le voir ici. Maintenant, une autre partie de la mémoire de données qu'on a parlé, mais avec laquelle on n'a pas travaillé encore, c'est justement ce qu'on appelle la mémoire I/O, hein? Donc entrée-sortie. Donc ici, on a 64 bytes, d'accord, pour la mémoire I/O des entrées-sorties. Et la mémoire étendue d'entrée-sortie est de 160 bytes. Maintenant, j'attire votre attention ici sur cette mémoire particulière parce que sur le plan d'adressage absolu, elle commence à l'adresse 20, mais une fois qu'on est à l'intérieur, on a des adresses relatives. Donc, le premier byte de la mémoire, au niveau relatif, prend l'adresse 0, 1, 2. Donc, lorsqu'on va utiliser des fonctions qui vont faire référence à cette partie de la mémoire, certaines de ces instructions vont utiliser l'adressage relatif plutôt que l'adressage absolu. Mais là, ici, dans les prochains exercices, on travaille avec la mémoire I/O, donc la mémoire d'entrée-sortie. Maintenant, voyons plus en détail, c'est 64 bytes finalement, et comme l'adressage relatif commence à 0 et se termine à 63, et l'adressage absolu commence à 20. Maintenant, certains de ces registres ont des noms. Hein, pour la pin sur le port B, par exemple le port B. Donc, on voit que certains registres d'utilisation courante ont des noms. Donc, on peut référer à ce registre en utilisant le nom ou bien l'adresse. Lorsqu'il s'agira d'instructions qui font référence aux adresses pour la RAM, on utilise l'adressage absolu, mais lorsqu'il va s'agir de directives ou d'instructions spécifiquement pour cette plage de mémoire, on utilisera l'adresse relative. Un exemple, on veut emmagasiner donc 53, la valeur 53 dans le registre SPH. Le registre SPH est juste ici, il a l'adresse absolue 5E. Alors, je vous laisse le faire en exercice et j'aimerais que vous m'envoyiez la réponse par courriel. Une fonction, par exemple, une instruction en assembleur très importante, c'est le IN. Le IN me permet donc de prendre une valeur qui se trouve dans l'espace mémoire I/O, donc qui est ici, et l'entrée à l'intérieur des registres, à l'intérieur du CPU. C'est pour ça qu'on appelle IN. On prend une valeur qui est dans le registre I/O et on l'entre dans les registres du CPU. Donc c'est un IN. Un exemple, le IN, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais entrer la valeur qui se trouve dans l'emplacement mémoire 3F du I/O memory et qui fait partie de la mémoire de données et je l'entre dans un General Purpose Register dans le CPU R1. Ici, la même chose, IN, je prends la valeur ici, ma source, je l'envoie dans ma destination qui est le registre 17. C'est de cette façon que j'entre une valeur qui est dans la mémoire input-output à l'intérieur des registres du CPU. Maintenant, l'opération inverse, c'est évidemment le out. Je vais prendre une valeur d'un registre, ma source, et je vais l'envoyer dans ma destination. Donc, je vais prendre une valeur d'un registre dans le CPU et l'envoyer dans ma mémoire input-output pour avoir accès, par exemple, à mes pins de output. Un exemple ici, et c'est vraiment une mémoire qui est vraiment directement associée au pin d'entrée-sortie, au port d'entrée-sortie, pour communiquer avec l'extérieur et brancher, par exemple, des capteurs pour entrer l'information des capteurs à l'intérieur du microcontrôleur ou simplement activer un moteur ou des interrupteurs. Donc, ici, par exemple, j'ai un out et je vais faire sortir la donnée qui se trouve dans le CPU au registre 12 sur l'emplacement mémoire I/O, Input-Output 3F. Ici, donc, évidemment, je donne des noms à certains registres, comme on a vu tantôt, le SREG, le S-Register. Donc, ici, cette fonction out fait en sorte que je mets la valeur contenue dans le registre 12 dans le registre SREG de Input-Output Memory. Ici, mon out, je vais sortir l'information, la donnée du CPU qui se trouve dans le registre 15 sur l'emplacement mémoire input-output qui est le 3E
qui correspond au registre SPH. Maintenant ici, un exercice où on fait un out et un in. Toujours, donc je fais un out, je vais sortir l'information qui se trouve dans le registre 12 du CPU sur le registre SPH de ma mémoire input-output. Et ici, je fais un in, je fais rentrer l'information qui se trouve dans le registre sreg de ma mémoire input-output à l'intérieur du registre général R15 de mon CPU. Alors ici, on nous demande d'écrire un programme qui va ajouter le contenu du registre pin IOC au contenu du registre pin D et de sauvegarder la somme à une certaine adresse de la mémoire RAM. Alors ici, il faut comprendre une chose. On veut prendre une valeur de la mémoire IO et le mettre dans un registre. Alors ça, on vient de voir une fonction qui fait ça. Donc, prendre une mémoire de la mémoire, prendre une valeur de la donnée IO, la mettre dans un registre. On a vu que c'était la fonction in. Alors, on prend la fonction in, on sauvegarde la valeur qui est dans le registre pin C, dans le registre du CPU, le registre 20. On fait la même chose pour la valeur dans le registre pin D de ma mémoire entrée-sortie que je sauvegarde dans le registre 21. Par la suite, je procède à mon addition. La valeur 21 est ajoutée, en fait, la valeur du registre 21 est ajoutée à celle du registre 20 et la somme est sauvegardée dans le registre 20. Jusqu'à là, j'ai ma somme. Maintenant, je veux sauvegarder cette somme à un emplacement spécifique dans la mémoire RAM. Alors, j'utilise pour ça le Store Direct to Data Memory. Je prends la somme qui est dans le registre 20, donc ma source, je l'envoie vers ma destination, qui est une adresse dans la mémoire RAM. Donc ici, il faut bien saisir le concept. Si je veux prendre une valeur numérique et la mettre dans un registre, j'utilise un LDI. Si je veux prendre une valeur dans l'emplacement de la mémoire RAM et la mettre dans un registre, j'utilise un LDS. Mais si je veux prendre une valeur dans la mémoire IO et la mettre dans un registre, j'utilise une directive in. Maintenant, une dernière notion, parce qu'on avait vu tous les constituants importants du CPU. Alors, une dernière notion qu'il nous reste à voir, c'est celle du registre de statut. On a parlé de l'Arithmetic Logic Unit, on a parlé des General Purpose Register, on a parlé de l'Instruction Decoder, du Program Counter, donc il nous restait la dernière partie très importante du CPU, le registre de statut. Évidemment, le registre de statut est un petit peu plus complexe à comprendre, mais on va en parler dans les autres modules. Et c'est important parce que c'est un registre de 8 bits et chacun des bits a une fonction bien particulière, une signification bien particulière. Comme par exemple ici, bon, la première lettre généralement du bit va correspondre à la première lettre de sa définition. Carry par C, 0 par Z, négative par N. Bon, overflow, ici on a pris le V au lieu du O, overflow. Le sign, donc le S, le H, c'est pour le half carry, le T pour temporary et le I pour interrupt. On va voir que ces registres de statut vont changer d'état selon les opérations arithmétiques qui vont être effectuées par l'ALU. Et le CPU va utiliser les valeurs de ces registres-là pour prendre certaines décisions. Voyons voir un petit peu comment ça fonctionne. Et encore là, à force d'utiliser le registre de statut, on va être à même de mieux comprendre son fonctionnement. Par exemple, nous voulons faire une addition. Donc, additionner la valeur 38 en hexadécimal avec la valeur 2F en hexadécimal. Évidemment, c'est une valeur. Donc, pour la mettre dans un registre, j'utilise un load immediate. Donc, je mets la valeur 38 dans le registre 16. La valeur 2F dans le registre 17 et je procède à l'addition. La valeur contenue dans le registre 17 est ajoutée à la valeur contenue dans le registre 16 et la somme est sauvegardée dans le registre 16. Voyons donc en détail ce qu'il advient au niveau binaire.
38 au niveau binaire, 2F au niveau binaire. Quand je procède à mon addition, comme ça ici, eh bien, c'est une addition binaire. Donc, 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Je mets un 0 et je mets mon reste. 1 plus 1, ça fait 2. Je mets mon 0 et là, je mets mon reste. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Je mets mon 1, je mets mon reste. 1 plus 0, ça fait 1. Et voilà, donc mon addition est faite. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ici? Ben, il y a eu, entre le bit D3 et le bit D4, il y a eu un reste. Donc, quand il y a un reste entre le bit D3 et D4 dans une opération arithmétique, eh bien, il y a le registre de statut H qui devient 1. Parce qu'il y a eu un reste du bit D3 au bit D4 pendant l'opération d'addition. Maintenant, au niveau du bit D7, il n'y a pas eu de reste, donc mon registre C reste à 0. Et ma valeur, mon résultat n'est pas 0, donc mon registre de statut Z reste à 0. On veut regarder le changement des registres de statut après l'addition suivante. Alors, on veut additionner deux valeurs qui se trouvent à deux emplacements mémoire différents. On doit charger ces valeurs-là dans les registres généraux. Ensuite, on procède à l'addition. Et si on regarde au niveau binaire ce qui se produit, 9C au niveau binaire donne ceci, 64, ceci. Alors, si on procède à l'addition de chacun des bits, comme on a fait dans l'exemple précédent, on remarque qu'entre le bit D3 et D4, il y a un reste. Donc, assurément, le registre de statut H1 va changer d'état pour un 1. Aussi, j'attire votre attention sur le fait que si on fait l'addition au complet, il va y avoir ici, dans la position au D7, un reste, et donc par conséquent, le registre de statut va changer ici de 0 à 1 au niveau du C. Et comme ma réponse est sur 9 bits plutôt que 8, alors mon registre va juste prendre les 8 premiers bits, donc la réponse donne 0. Alors comme la réponse donne 0, le registre de statut Z change pour 1. Ici, on va faire une soustraction. Et donc, on va regarder le changement des registres de statut en fonction de l'opération arithmétique. Donc, encore une fois, je charge les valeurs dans les registres du CPU. Je procède à la soustraction, donc la quantité se trouvant dans le registre 21 est soustraite de celle se trouvant dans le registre 20 et la différence est sauvegardée dans le registre 20. Mais au niveau binaire, ce qui se produit, c'est qu'on procède à la soustraction, donc bit par bit. Et donc, ce qui se produit ici, c'est que, en fait, R21 est pas plus grand. R21, d'accord, qui est ici, qui contient la valeur 23, n'est pas plus grand que A5. Donc, la valeur va être positive. Et donc, il n'y aura pas d'emprunt qui va être fait au niveau de la soustraction. Donc, le C, le registre de statut C ne change pas. Et également, ma réponse n'est pas 0. Donc, après l'opération, donc Z ne change pas d'état non plus. Et il n'y a pas eu d'emprunt qui a été fait entre le bit D3 et D4. Donc, tout reste pareil. Donc, les registres de statut n'ont pas changé d'état. Une autre soustraction ici. Donc, encore une fois, on va vérifier le changement des registres de statut suite à cette opération arithmétique. Donc, on voit cette fois-ci, cependant, que à cause du fait que le registre 21 est plus grand que le registre 20, donc, qu'est-ce que ça va faire que le registre 21 soit plus grand que... C'est que quand on fait notre soustraction, hein, donc, il risque donc d'y avoir une réponse qui va être négative à ce moment-là. Et à ce moment-là, donc, c'est pour ça que le registre de statut va changer d'état, le C va changer d'état pour 1. Maintenant, la réponse n'est pas 0, donc le registre Z ne change pas. Et parce qu'il y a eu un emprunt entre le D3 et D4 dans l'opération, le registre de statut H change pour un 1. Une dernière soustraction, donc on fait la soustraction,
Et donc, en faisant bit par bit, ben, on peut faire l'exercice et on s'aperçoit que cette fois-ci, la réponse est 0 et c'est la seule chose qui va faire en sorte que le registre de statut Z va changer. Les deux autres restent pareils. Donc, je vous invite à faire l'exercice en détail. Maintenant, voyons pourquoi donc l'état des registres de statut sont importants, parce que selon la valeur de certains registres de statut, eh bien, il va y avoir certaines instructions au niveau donc du CPU qui vont être prises pour justement réagir au changement de statut de ces registres. Donc ici, on voit, on veut donc faire encore une soustraction et on veut encore vérifier le changement d'état des registres de statut suite à l'opération arithmétique. Et donc, je vous invite à faire l'exercice, mais en fait, il est semblable à celui qu'on a fait précédemment. La valeur donne 0, le résultat. C'est la raison pour laquelle le registre Z change de statut pour 1. Alors, c'était tout pour le module 2. Maintenant, je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour effectuer l'apprentissage du contenu du module 3. Voyons donc une autre opération mathématique à faire et voyons donc le changement de statut des registres en fonction du résultat et de l'opération arithmétique de l'addition suivante. Alors, toujours est-il, je vais faire une addition, donc ma valeur, je dois la mettre dans un registre avec un load LDI. La deuxième valeur dans un autre registre en faisant LDI, je procède à l'addition et ma somme est sauvegardée dans le registre R20. Mais ici, voyons donc en détail, 9C en binaire, 64 en binaire. Donc, lorsque je procède à l'addition comme j'ai fait précédemment au numéro, à l'exemple précédent, il va y avoir des restes. Donc ici, il y a un reste pendant l'opération entre le D3 et le D4. Donc, évidemment, mon registre de statut H va changer de 0 à 1. Maintenant, ici, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il va y avoir un reste aussi au niveau de mon bit D7. On le voit ici. Donc, à ce moment-là, la valeur